Mesdames et messieurs, bien le bonsoir à toutes et à tous. Comme vous le savez déjà, mon nom c'est Amos le prophète des ondes. Bienvenue sur votre émission Parlons-en. C'est sur la plateforme des souvenirs en images. Comme vous le savez déjà, souvenirs en images, c'est un studio de photos et tout genre. 6970 rue Jarry S. Encore ce soir, je me fais accompagner avec ma belle co-animatrice. Elle s'appelle Makatia Charlie. Makatia, une gente belle. Faudra dire son de l'eau qui a coulé sur Makatia. Bonsoir Katia, comment ça va? Bonsoir Amos. Comme d'habitude, un grand plaisir d'être à tes côtés sur le plateau des souvenirs en images. Donc, nous allons passer un bel moment avec deux grandes dames. Oui. Donc, très excitée. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, mesdames et messieurs, cette émission, c'est une émission spéciale à l'occasion de Journée internationale droits de la femme. Eh bien, comme je me suis accompagné avec deux grandes dames, bon, c'est pour ça que je vais mettre mon petit genre en fleurs là. Vous comprenez que ma possible, deux grandes dames, les femmes sont des fleurs. Et puis, à mes côtés, j'ai Madame Gueda Amazan. Bonsoir, Gueda. Bonsoir Amos, bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices. Je suis extrêmement contente d'être là ce soir. D'autant plus que ce soir, on a d'autres personnalités, des femmes inspirantes de la communauté, tant comme animatrice, tant comme également intervenante sur le plateau. Alors, je suis là pour partager ce beau moment avec vous. Merci, Madame Amazon, et aussi Downley Dubois. Downley Dubois, c'est une animatrice, une belle dame, hein? Grande dame, elle a beaucoup de dimensions. Hein? Bonsoir, Downley. Bonsoir Amos, merci pour l'invitation. Ça fait longtemps qu'Amos m'invite sur les différents plateaux, puis finalement j'ai accepté dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Bonsoir Marcatia. Et également, bonsoir Madame Garda Amazon, avec qui ça fait plaisir de partager ce plateau. Bonsoir. Ok, mesdames et messieurs, comme je disais tantôt, c'est à l'occasion de 8 mars. 8 mars, c'est la Journée internationale des droits de la femme. Et capable de dire une petite rappel, quand on parle de Journée internationale des droits de la femme, la Journée internationale des droits de la femme, selon l'appellation officielle de l'ONU, on peut parler spécialement l'ONU Femmes, on dit également appelée Journée internationale des luttes des droits des femmes. C'est ce qui a raconté par rapport avec l'ONU Femmes. Et par certains pays ou régions comme la France ou le Québec, est célébrée le 8 mars. C'est une journée internationale mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la fin des inégalités femmes-hommes. M'a bien parlé là, hein? Très bien défini. Cette journée est issue de l'histoire des luttes féministes menées sur les continents européens et américains. Le 28 février 1909, une journée nationale de la femme et National Women's Day est célébrée aux États-Unis à l'appel du Parti socialiste d'Amérique à la suite d'une proposition de Clara Zetkin en août 1910 à Copenhague. L'Internationale socialiste des femmes célèbre le 19 mars 1911 la première journée internationale des femmes et revendique le droit de vote des femmes, le droit au travail et la fin des discriminations au travail. Depuis, des rassemblements et manifestations ont eu lieu tous les ans. C'est la Russie soviétique qui est le premier pays à l'officialiser en 1921 en faisant un jour férié mais non chômé jusqu'en 1965. L'événement restera principal cantonné au pays du bloc socialiste jusqu'à la fin des années 1960 lorsqu'il sera repris par la deuxième vague féministe. Dans ce contexte, une journée des femmes en Europe a été organisée en Belgique le 11 novembre 1972 en présence de Simone de Beauvoir. Quand on parle de Simone de Beauvoir, je pense que les dames des féministes connaissent beaucoup de choses de Simone de Beauvoir. C'est une grande dame, une grande tête dans l'affaire des féministes, n'est-ce pas? Oui. En présence de Simone de Beauvoir et rassemblé près de 8000 femmes, c'est finalement en 1977 que les Nations Unies officialisent la journée, invitant tous les pays de la planète à célébrer une journée en faveur des droits des femmes. La Journée internationale des femmes fait ainsi partie des 87 journées internationales reconnues ou introduites par l'ONU. C'est une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société et revendiquer plus d'égalité en droits. Traditionnellement, les groupes et associations des femmes militantes préparent des manifestations partout dans le monde
pour faire aboutir leurs revendications, améliorer la condition féminine, fêter les victoires et les avancées. Dans le langage populaire, le marketing ou les médias, elle est parfois désignée de façon abusive par l'expression journée de la femme, parfois assortie de l'adjectif international ou mondial. Ok, c'est une sorte d'une petite introduction parce qu'on va parler des journées internationales droits de la femme. Avant, je m'adresse avec Madame Amazan. Est-ce que je peux dire Madame Amazan, c'est une féministe quand même? Autant que tu peux le dire, je suis Oui. féministe, je me réclame en tant que telle et j'ai aussi une formation sur tout ce qui a trait à la question des droits des femmes, tout ce qui a trait à la question de conditions féminines, situation de la femme, fait en sorte que par des formations professionnelles, j'ai le droit de dire que justement tout ce que je fais en ce sens intervient dans le cadre d'une démarche féministe, mais également c'est ma lutte et depuis des années, je porte cette lutte-là. Madame Dubois, c'est la même question. Est-ce que je suis féministe? Oui. Je crois que je peux dire oui. Je peux dire oui de par la façon que, d'abord, ma mère, elle m'a élevée, elle nous a élevés, nous sommes deux filles, j'ai une grande sœur, et elle nous a élevés de façon monoparentale. Donc, déjà là, elle nous disait toujours, allez à l'école, soyez indépendante financière. Donc, déjà là, elle prônait chez nous, fallait qu'on soit des femmes indépendantes. Et ce que j'ai vu autour de moi également, ce sont des femmes indépendantes, des femmes qui militaient également pour certains droits, pour l'avancement de la femme dans la société. Donc, je crois que j'ai grandi avec ces pensées et ce mouvement aussi. Donc, oui, par défaut, oui, je le suis. Katia, je peux dire, par exemple, comme Jean, on peut dire toutes les femmes, les filles sont tous des féminins, mais est-ce que toutes les femmes sont des féministes? Ou bien est-ce qu'on peut appeler être féministe? Ou bien toutes les femmes, on peut dire, par exemple, ma Katia est féministe? Parce qu'il y en a des femmes qui disent, moi, non, je ne suis pas féministe. Je crois que personnellement, tout le monde, la condition de la femme, c'est important pour tous, qu'on soit homme ou femme en tant que telle, parce que pour répondre à ta question, oui, je crois que je suis féministe, mais il y a plusieurs volets à ça. Est-ce que je me retrouve nécessairement dans la description qu'on connaît actuellement? Non, il y a certaines nuances pour moi personnellement qui me concernent moi, mais clairement en tant que femme, je pense que ça va de soi, puis je pense juste en tant qu'être humain, condition de la femme, c'est quand même drôle qu'en 2026, que, on lutte, on parle de lutte de droits de la femme, donc c'est quand même un combat. Donc, je pense qu'on a tous notre rôle à jouer dans la société pour faire avancer ça. Puis, comme je l'ai mentionné, je pense faire avancer le droit de la femme, c'est faire avancer la société pour moi. Je trouve ça super intéressant quand tu as parlé de lutte et en même temps de porter cette nuance en disant que est-ce que ce que je vois maintenant veut dire nécessairement que je m'attribue à cette figure-là. Je pense que c'est tout ça comme nuance et c'est une question extrêmement importante et même existentielle par rapport au mouvement féministe, dans la mesure où même des personnes dans un niveau de gouvernance, il y a quelques années, il y avait même une ministre à la condition féminine ici qui se disait « je ne suis pas féministe ». Parce que ce concept-là a eu tellement de connotations négatives, des perceptions qui ne sont pas nuancées par rapport à une cause, par rapport à des démarches stratégiques pour répondre à cette cause-là. Le féminisme, c'est cette recherche de l'égalité sociale, c'est cette recherche de valorisation de l'autre partie du développement des femmes. C'est la recherche de droits, c'est la recherche de l'équité sociale, économique, juridique. C'est un petit peu particulier que quelqu'un qui défend les droits humains ne soit pas capable de dire que je suis féministe. Par contre, la démarche pour atteindre la stratégie, mais tout ça peut être nuancé ou différencié. Mais la cause, en tant que telle, c'est une cause juste à travers un mouvement, qui est le féminisme.
Oui, dans les... Oui, Amos. Est-ce que toute femme peut être féministe? Comme si c'est en général, dès que tu es femme, tu es obligée d'être féministe ou non? Est-ce que toute femme doit être féministe? Je pense que en tant qu'individu, elle peut justement croire, avoir ses valeurs de dire, on parle d'égalité, on parle d'équité. Par exemple, si on parle de l'équité salariale, on en parle encore. Si je suis une femme, ben j'ai le droit de dire oui, l'équité salariale à sa place. Pourquoi deux personnes qui ont la même formation, un homme, une femme, qui ont fait les mêmes études, 4 ans, admettons, en ingénierie, et pourquoi lorsque l'homme est embauché, il a un salaire plus élevé? On est embauché en même temps, donc on a encore certaines luttes. Donc est-ce que je dois dire une femme doit absolument être féministe? Je crois qu'une femme doit s'assurer d'être traitée équitablement. C'est comme ça que je le vois. Ok, on va parler plutôt de ça, surtout ce qui a trait avec l'équité salariale. Avant d'aller plus loin, et Katia, comme vous savez, j'ai des grandes dames avec moi, et comme les femmes sont des fleurs, c'est pour cela, à vos côtés, là, oui. On a des fleurs, vous savez, là, c'est une façon de... De belles fleurs, merci. Merci, elles sont belles. Merci. Ok, Mais ça moi, va je être... vais prendre 2 secondes justement pour te remercier à moi. Je pense que tu es une personne qui prend extrêmement bien soin de tout le monde, mais bien soin de la femme. Il faut le reconnaître aussi. Donc, j'aimerais juste te dire merci pour tout ce que tu fais. Vraiment, c'est très admirable. Oh, merci Katia. Et avant d'aller plus loin... Alors, tu veux parler des alliés dans la cause? Exactement, exactement. Mais c'est important ce que tu as dit, effectivement, parce que je pense que ça va faire peut-être 3 ou 4 années dans les autres émissions que tu avais. Je participais, c'était toujours dans le cadre du mois justement des droits des femmes. Oui. Ça, oui, super important en termes de vulgarisation, de sensibilisation de cet enjeu-là. Oui, ce que Marc Cartier a dit justement de souligner, il faut avoir des alliés. Il faut que les hommes soient les alliés, justement, nos alliés dans cette cause. Donc, merci, Amos, de nous prêter cette tribune. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Avant d'aller un peu plus loin, et par exemple, il y en a des gens qui regardent vous deux là, ils disent par exemple, Madame Amazan, c'est qui Madame Amazan? Pour ceux qui ne connaissent pas un peu, Madame Gueda Amazan, et je pense que tu travailles ici à Montréal dans la communauté, tu fais beaucoup de travail, mais les gens qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que Madame Amazan, c'est juste, comment je vais dire ça? Elle est d'origine d'Haïti? Est-ce qu'elle est une bonne haïtienne? Est-ce que c'est mon lacaille lié? Oui, c'est mon lacaille, avec une fierté en plus. Madame Amazan a un pile chapeau, ok? Mais dans le cadre émission, ça, comment je peux me présenter? Je suis de formation de gestion des affaires. C'est là j'ai eu mon premier diplôme universitaire. Ensuite, j'ai eu un parcours professionnel en Haïti qui était dans des ministères comme fonctionnaire de l'État, ministère planification coopération externe, ensuite ministère de la condition féminine, que j'ai vu la création de ce ministère en 1994. De ce ministère-là, j'ai participé dans plusieurs conférences internationales sur la question des droits, conditions féminines, que ce soit en Israël, j'ai pris une formation sur la question de la participation des femmes dans le développement agricole. J'ai été à Luxembourg, j'ai été à l'OEA, j'ai été à l'ONU, j'ai pris la parole sur cette cause-là également. Arrivé à Montréal, je continue à travailler dans le communautaire, où j'ai eu justement un poste jusqu'à la gouvernance d'un organisme communautaire où j'ai beaucoup travaillé avec les femmes monoparentales, les femmes violentées, des enfants qui sont placés à la DPJ, de faire de counseling. Je suis également courtier immobilier depuis 17 ans parce que je suis entrepreneur et j'ai une entreprise nouvellement créée qui s'appelle Nouvel Élan Immobilier qui est là pour arriver à encadrer les gens pour que l'accès à la propriété soit plus facile. Je suis mère et voilà. En gros, c'est ça, Gerda Amazan. Ah, une tête bien pleine, hein? Madame Amazan. Madame Daniel Dubois. Tu veux que je me présente après Madame Amazan? Après ce parcours?
C'est une femme que je regarde tout le temps là sur les réseaux sociaux. Je la trouve tellement bien, tellement belle. Pas depuis petit. Mais au moins depuis 2 ans. Mais au moins depuis 2 ans que je la suis, mais je ne savais pas qu'elle avait tout ce parcours. Bravo, wow. Eh bien, merci de me mettre à ses côtés. Qui est Darnley? Darnley, je vais dire, c'est une passionnée de la vie. Je porte également plusieurs chapeaux. J'ai étudié, j'ai un baccalauréat en éducation. Donc, j'ai plusieurs certificats, dont un certificat en immigration et relations interethniques. J'ai adoré mon cours « Conditions de la femme immigrante ». Je pense que ça a été un point de départ pour dire il y a quelque chose à faire encore pour les femmes immigrantes, d'où qu'elles viennent, qu'est-ce qu'elles ont parcouru et comment elles sont arrivées, comment elles se sont intégrées, comment elles se sont réalisées. Donc, c'est vraiment des choses qui m'intéressent. J'ai un certificat en gestion des ressources humaines, un certificat également, j'ai un programme court en mentorat et puis un certificat en éducation interculturelle. Donc, j'aime beaucoup jouer le rôle de facilitatrice, aider, présenter des gens. Là, j'ai un emploi à temps plein où est-ce que je suis aussi dans le parcours, je dirais, l'insertion professionnelle des étudiants. Donc, ça, j'adore faire ça. Qui est Darnley encore? Darnley est passionnée de radio traditionnelle. Donc, j'ai été à Radio Centre-Ville de 2016 à 2022 et depuis 2022, je suis à CIBL jusqu'à nos jours. Donc, j'adore la radio, j'adore parler musique. C'est vraiment une passion. C'est en vrai une vie que je mène parallèlement à ce que je fais professionnellement. Et puis, en octobre 2025, j'ai lancé Dimension Femmes, qui est un organisme justement qui est un acteur, je pourrais dire, de changement, qui veut mettre les aînés en relation avec les plus jeunes. Donc vraiment, tout ce qui est relations intergénérationnelles à travers différentes activités. Voilà, Darnley, sous plusieurs chapeaux. Voilà. Des fois avec beaucoup de chapeaux, hein, des parcours excellents. Et Katia? Mais juste après vous avoir écouté vous présenter brièvement, je pense que c'est un truc qui revient, c'est que pour, entre autres, les femmes, je pense que l'entrepreneuriat va jouer un rôle déterminant dans leur parcours parce que ça nous permet d'être plus créatifs, de se faire valoriser autrement que dans des rôles dits traditionnels. Puis un truc aussi, j'aimerais mentionner, je pense qu'on peut être féministe puis être une femme qui veut rester à la maison. Parce que des fois, on pense que quelqu'un qui est féministe, c'est quelqu'un qui est très carriériste, qui a beaucoup d'ambition. Mais il y a plusieurs façons pour moi de faire valoriser le rôle de la femme. Donc, il faut se connaître puis se respecter. Puis je pense en discutant puis apprendre à connaître l'autre, c'est comme ça qu'on va avancer. Puis je pense que même entre femmes, il y a comme une communication qui doit se faire entre nous parce que j'ai l'impression des fois, on lutte à la place de collaborer parce qu'on a peut-être des idées différentes, comment on voudrait mener notre vie. Donc, mais je pense que moi, je suis passionnée de l'entrepreneuriat aussi. Donc, lancer des projets, je pense que les femmes, je les vois aussi de plus en plus ambitieuses. Puis, Madame Gerda, vous m'avez... Madame Gerda, si je peux vous appeler comme ça. Gerda. Oui, une grande dame comme ça, je disais, au début, c'est très difficile pour moi. J'ai beaucoup de respect. Donc, voilà, je pense que j'ai oublié mon idée, mais on s'est parlé tantôt en disant que par rapport aux avancées. Aux avancées, oui, c'est ça, les femmes, maintenant, ils demandent, pas nécessairement, on n'attend plus à demander nécessairement de permission. Tu sais, on connaît de plus en plus nos valeurs, on est de plus en plus éduqués, donc je pense que tout ça fait avancer la chose, mais de voir des femmes comme vous, des femmes de tête, ben, j'imagine, même moi, vous me motivez, mais je pense pour les générations à venir, ben, ça va leur donner encore plus d'espace, puis éventuellement peut-être avoir quelque chose qui est plus égalitaire, tu sais, ça veut pas dire, tu sais, je pense que les femmes, on veut pas nécessairement devenir des hommes ou quoi que ce soit, mais de se faire respecter dans notre identité, puis de pouvoir grandir pleinement sans demander ou d'avoir la pression de qui que ce soit, ben, pour moi, c'est aussi ça un peu d'être féministe et de se reconnaître. Wow! C'est super intéressant ton intervention puisque tu as abordé plusieurs angles qui pourraient créer tout un débat. Je prendrai la dernière partie de ton intervention en disant que mais on n'est pas là pour nécessairement remplacer les hommes. C'est justement ça. Dans cette lutte-là, je pense qu'il y a une compréhension qui n'est pas partagée. Être féministe, c'est jamais dire de remplacer l'autre. On a seulement besoin d'avoir notre place. Que justement cette égalité soit réelle.
Et encore une fois, il y a l'autre langue que je trouve assez intéressant aussi, que tu as mentionné, en disant que c'est pas parce que justement on est féministe, on ne peut pas décider de rester à la maison et puis d'être toujours là, avoir une carrière. Mais c'est justement ça. Est-ce que le choix est éclairé? Si c'est votre choix, c'est correct. Le problème, c'est justement, ou quand on parle d'enjeux, ou on parle de violence psychologique et autres, c'est quand on sera dans une position en tant que femme, tu es obligé de te soumettre dans une position qui n'est pas nécessairement la tienne. Et c'est là toute la différence. Alors, je te laisse le soin d'intervenir, mais je trouve qu'il y a plusieurs angles qui font partie de certains tabous bien mal compris de la société qui fait que cette cause-là reste encore de l'imaginaire qui n'est pas ça. Voilà. Je pense que vous avez beaucoup de chapeaux, mais la question que j'aimerais vous poser, pourquoi vous avez choisi d'être à côté des femmes, la cause des femmes? N'est pas comme si une autre chapeau, comme dans lui qui est animatrice, mais qui a une éducation. Pourquoi pas c'est les enfants, mais vous choisissez la cause des femmes? Est-ce qu'il y a une spécifique là-dedans ou? Moi, je peux y aller par mon exemple personnel, parce que malgré que je suis née à Montréal, des fois, on peut se dire, on est né à Montréal, la femme immigrante, elle a vécu certaines situations, certaines discriminations, certains racismes parce qu'elle vient d'ailleurs. Ben non, moi, j'en ai vécu des situations. Et dans certains postes, on a essayé de taire ma voix. Et je me dis, j'ai pris ma place. D'où le nom Dimension Femme. Hein. Toute la dimension, nous avons chacune nos dimensions. On a toute notre place à prendre. Et je veux adresser certains messages aux jeunes. Donc, qu'elles soient nées, qu'elles soient ici, mais depuis qu'elle est je dirais, afrodescendante, je me sens prête à passer des messages, véhiculer des messages qu'il faut quand même persévérer à travers ce que vous allez vivre, même en étant né ici. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette envie de m'adresser aux filles, aux jeunes filles, aux femmes, pour leur dire qu'effectivement, on n'est pas ici pour voler la place de quiconque. Vous avez chacune vos places, prenez-la tranquillement. Donc, moi, c'est comme ça c'est pour ça que je voulais m'adresser aux filles. Super, et je pense que c'est un bon choix parce qu'il s'agit de la jeunesse. Encore une fois, c'est une question existentielle. Hein? Pourquoi on a choisi cette cause-là? Moi, personnellement, dans ma vie personnelle, je fais partie justement des familles où la mère était seule à la maison. Moi, j'ai grandi avec ma mère comme ce qu'on appelle un potomitan, qui modèle, qui permet de comprendre justement comment lorsqu'on femme ou porter plusieurs chapeaux et avec image qu'on a plusieurs bras ou plusieurs têtes pour réfléchir. Ensuite, aussi parce que moi j'ai grandi dans un contexte où le communautaire faisait partie de mon environnement, l'entraide, le vivre ensemble. Dans mon parcours secondaire, j'avais des professeurs qui étaient un peu très socialistes, si on veut. Fait qu'on commençait à lire très jeune, tout ce qui a trait au livre de Karl Marx, les injustices sociales, l'inégalité, les oppressions à travers la société. Et au fur et à mesure, en grandissant, j'ai compris que j'avais ce besoin de revendiquer. Mais je ne savais pas c'était quoi encore le féministe. Par coïncidence, comme j'étais dans un ministère qui était plus technique, qui est le ministère Planification Coopération Externe, à l'époque, on voulait avoir des techniciens en gestion de projets pour pouvoir aller renforcer le ministère de la Condition féminine et aux droits de la femme. Et c'est là que j'étais mise en détachement pour aller structurer une direction qui s'appelle études et programmation. C'était purement technique, l'État, puis etc. Et en essayant de commencer à élaborer des projets, des programmes et projets, puis j'ai compris, mais c'est ma cause. Tout ce que je voulais faire, les comportements, mon environnement, etc., c'est cette défense de droit. Et là, je commençais à rentrer dans la littératie, justement, du féminisme, de voir comment cette société a été construite sur
une inégalité, sur une injustice, un rapport de pouvoir, de force, qui fait en sorte que tu as deux personnes qui constituent deux genres. Bien entendu, à l'époque, il y avait je parle de genre binaire, initialement, le genre binaire qui construisait cette société. Et il y a une catégorie qui a décidé, mais les femmes sont inférieures par rapport aux hommes. Fait que c'est une injustice qui mérite d'être dénoncée et qui mérite aussi d'être corrigée. Malheureusement, on sera près du 21e siècle. On est encore aujourd'hui, autour du 8 mars 2026, pour parler de lutte. Ça veut dire que quelque part, il y a un travail à l'intérieur de cette société qui n'est pas fait. Le travail qu'on avait construit, qu'on veut déconstruire. Parce que tout ce qu'on vit là aujourd'hui, c'est la construction sociale. C'est une mode de pensée, c'est une philosophie à travers les ans qui, justement, ont été inculquées et qui nous a donné aujourd'hui ces deux catégories de citoyens et de citoyennes. Est-ce que vous pensez par rapport avec, là nous vivons au Québec, est-ce qu'il y en a ça aussi comme la lutte par rapport avec tout à l'heure, Darnley disait que l'équité, il veut parler salariale, comme si, est-ce que vous pensez à cette heure même, on peut dire par exemple une fille, il y a un salaire un peu plus bas par rapport avec un homme, est-ce que ça existe encore Pour certains postes, c'est-à-dire que si le programme existe, si le gouvernement surveille justement des entreprises et voir si c'est, quand on fait l'étude une fois par année, de dire, mais voilà, sur telle profession, telle entreprise, comment sont les salaires comparativement, le nombre d'années d'expérience, ça existe encore. Certaines entreprises doivent corriger le tir. Donc, on en parle, on doit en parler encore. Ça existe tellement, justement, au niveau même du système, on a dû parler de quotas. Voilà. Fait que la loi, c'est légal. Fait qu'il y a une certaine partie de nombre total de personnes qui doivent être, justement, les personnes minorités visibles, également, qui sont de genre et aussi. Et il y a une différence aussi qu'il faut porter. C'est pas parce que la loi existe fait que de la pratique, les choses sont appliquées. C'est-à-dire qu'on n'est pas nécessairement dans une société où on dit au niveau légal, on n'a plus de droits, mais sur le terrain, est-ce que c'est ce qui se passe? Non. Justement, j'aimerais ça vous entendre, si vous me permettez. Qu'est-ce que vous pensez du fait d'avoir des quotas? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'avoir des quotas? Je vais retourner à quelques années de cela, lorsque j'étais au cégep. Un de mes premiers emplois, justement, je l'ai eu parce que le gouvernement disait vouloir atteindre certains quotas. Donc, c'était au ministère, j'ai travaillé au palais de justice. Donc, je suis moi-même tombée sur mon dossier d'embauche. Et c'était ça, là. On a embauché une jeune issue de minorité visible. Pour eux, coche. J'ai eu cette chance d'avoir l'emploi. Je l'ai adoré. Mais c'est de dire, si c'est là pour ouvrir des portes, pour donner des chances, pourquoi pas? Parce que certains employeurs, justement, vont se permettre encore de discriminer. Donc, c'est à double tranchant. Tu vois, est-ce que la personne t'embauche parce que vraiment tu as les compétences ou bien veut dire je vais embaucher parce que je dois cocher une case? Et je crois dans le meilleur des mondes, certains employeurs vont vraiment choisir la personne qui est plus compétente dans certains milieux. Donc, voilà. Mais je pense que ça a sa place encore. C'est une très bonne question parce que tu l'as bien répondu. Effectivement, au moins ça nous permet de faire un pas vers des structures. Probablement, on va avoir des obstacles. Ça veut dire que c'est correct. Il y a quand même de l'impact. Les résultats sont là et puis tu viens de le dire. Tu as été retenu là-dessus. Par contre, j'ai certaines réserves parce que si, encore une fois, c'est une question d'égalité pour tous et pour toutes, ça ne devrait pas. Combien d'années, moi, je suis bien curieuse de voir qu'il va avoir une évaluation pour dire combien d'années le gouvernement ou les gouvernements ont décidé de mettre ce programme-là sur pied. C'est quoi le résultat? C'est quoi l'impact?
qu'est-ce qu'on peut faire encore plus pour que, à compétence égale, mais oui, il n'y a pas de problème, on soit capable justement de s'intégrer sur le marché de l'emploi. Mais en 2026, on doit en parler encore. Je vois des choses, j'en entends. Si je regarde moi-même mon nom de famille, je me suis déjà fait dire Dubois. Tu sais, comment ça, Dubois, j'arrive en entrevue, mais Dubois, oui, ça arrive, une personne, elle ne s'attendait pas à voir une personne de couleur. J'entends aussi certains étudiants qui sont à la recherche de stage ou d'emploi qui ne trouvent pas ou qui ne se font pas appeler parce qu'ils portent un certain type de nom. Donc, est-ce que ces programmes-là sont là pour aider? Mais c'est parce qu'il faut encore sensibiliser sur les terrains, on en parlait, il faut en parler encore aux employeurs, de justement d'avoir cette certaine ouverture d'esprit, d'embaucher l'autre, qu'on n'est pas nécessairement, on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas sa religion, on va préférer prendre une personne qui nous ressemble. Donc, il y a de la sensibilisation encore à faire en 2026 là-dessus. Oui, pour rejoindre Makata, en ce qui a trait avec les quotas, en Haïti, je me rappelle, on parlait de 30% de quotas. Je ne sais pas au Québec, c'est quoi le pourcentage? Est-ce qu'ici, parce que je pense qu'au Québec, on dit souvent que les femmes ont beaucoup plus de pouvoir que nous, les hommes. Est-ce qu'on parle encore de quotas ici? Dans certains programmes universitaires, on en parle encore. Je travaille dans une université et il y a beaucoup de recrutement qui se fait auprès de des filles. Donc, il y a encore plus de garçons qui s'inscrivent en ingénierie que de femmes. Donc, le travail, il doit se faire encore. Oui, on a un quota à atteindre. Je ne me rappelle plus c'est quelle université, si c'est justement l'École supérieure des sciences, l'ETS. L'ETS. Mais ils organisent à chaque année, je me rappelle, étant plus jeune, j'ai participé, là c'était une journée de la science, mais pour les femmes. Ça existe encore. Je trouve que c'est de aussi amener les femmes pour dire c'est possible, d'ouvrir la porte, c'est possible. Oui. Donc, c'est très important encore parce que c'est pas vrai qu'on a tous les mêmes options et les choix sont pas encore égaux pour tous. C'est entre hommes et femmes, mais encore plus si on parle de femmes issues de l'immigration. On rajoute encore une autre couche. Donc, c'est super important. Elle a tout dit. Non, j'ai dit, elle a tout dit. Exactement. En fait, l'ONU a aussi une journée internationale sur la technologie des filles. Je crois que c'est en octobre, en sciences, en octobre. Et je me rappelle dans les années précédentes, avec une grande firme en technologie, on organisait de la sensibilisation porte ouverte pour les filles. Je trouve que c'est super intéressant ce que tu as dit, mais il faut comprendre aussi, il faut aller en amont. Fait que c'est déjà à l'université, on en parle, mais il faut aller déjà primaire, secondaire, et il faut aller voir aussi les orientateurs qui jouent un rôle extrêmement important et stratégique pour ces jeunes-là. Souvent, il y a beaucoup de discrimination où on va orienter dans des métiers qui sont traditionnellement réservés aux hommes et d'autres traditionnellement réservés aux femmes. Alors, c'est une sensibilisation qui devait être transversale pour y arriver à ce que ces filles-là soient capables de faire les choix qu'il faut à l'université. Exactement. L'université que tu citais et d'autres universités au Québec font ça, justement, aller dans les écoles au primaire, aller au secondaire et tiennent des ateliers d'initiation à la science parce qu'ils se sont rendus compte que, justement, encore une fois, il y a plus de garçons qui s'inscrivent. Donc, ils vont sur les bancs d'école pour chercher les jeunes filles. OK. Par exemple, ici au Québec, on voit que les femmes commencent à se réveiller ou bien, je ne sais pas, et en parlant de quotas, comment ça marche ici, mais je vois, il y a beaucoup de femmes qui s'intègrent dans la politique, dans les affaires. Oui. Mais si on parle, par exemple, des députés, on a par exemple Madouanika, il y en a beaucoup d'autres femmes qui s'étaient élues dernièrement par rapport avec aux dernières élections. Même à Montréal, la ville de Montréal, ça fait 2 années consécutives, on a 2 femmes comme mairesses. Je pense qu'au fur et à mesure, ce sont les femmes qui commencent à prendre un peu de relais en ce qui a trait avec les hommes. Et on ne peut pas aller, par exemple, on dit les luttes. Pourquoi on parle des luttes au lieu des droits?
On parle de lutte au lieu de droit parce que on ne peut pas, en 2026, nos statistiques nous montrent encore une fois la première femme, la deuxième femme. Fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pas encore Alors, une c'est normalité. pas encore justement un réflexe normal de candidats, hommes, femmes, et puis on va dans la course, que le meilleur gagne. Alors, c'est exactement ça que je disais tantôt. Les lois sont là, mais l'application, le processus. N'oubliez pas, hein, quand on est dans un construit social, on a la perception. On est déjà dans le regard, de la façon de faire. C'est tout ça, c'est toute cette charge mentale, psychologique que vivent les femmes, y compris d'autres également, d'autres enjeux socio-économiques qui vont faire en sorte qu'il y a ce recul-là. Il y a aussi la manière de voir la politique. C'est comme il faut se transformer en homme pour avoir un pouvoir établi. C'est pas, des fois, c'est pas le regard de la société ou d'une certaine communauté de voir la femme comme justement quelqu'un qui est en poste, qui a un rôle de gouvernance. Des fois, c'est même pas pris au sérieux, ou bien on va poser la question qui va venir dans la réunion. Des fois, ça, on arrive quelque part, et même dans mon métier de courtier immobilier aussi, hein, des fois on dit où est le courtier? Parce que c'est traditionnellement réservé aux hommes. En plus, je suis une femme noire, ça met à une autre couche de la dimension, l'aspect intersectionnel qu'on pourra parler, que je n'ai pas besoin d'entrer là-dedans là, mais juste pour vous dire que oui, la lutte est là parce que les enjeux, la problématique existe encore. Il faudrait qu'on arrive à une société égalitaire, sans préjugés, sans discrimination de sexe. Voilà. Bon, en tout cas, mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Parlons-en. On est sur la plateforme des souvenirs en images. Et tellement Baoukata, qu'on question à poser. En ce qui a trait avec, et tout à l'heure, je parlais de, par exemple, et encore surtout, ma petite soeur encore sur ce qu'on appelle, comme dis-moi encore, féministe. Ok? Dans notre communauté ou bien dans notre culture, quand on parle des féministes, on voit c'est comme des femmes indépendantes. Vous avez toutes comme si une famille, mais ce sont des femmes indépendantes comme si qui disaient bon, moi j'ai pas besoin de mari, j'ai pas besoin d'un homme, je suis une femme indépendante. C'est comme une des féministes, ça veut dire on ne parle pas de famille, on ne parle pas de foyer. C'est comme ça on voit surtout quand on parle du mot féministe. Est-ce que féministe veut dire qu'une femme qui est libre, indépendante, qui n'a pas de foyer, qui n'a pas de famille, c'est comme ça et on prend les gens surtout quand on parle de féministes? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'une femme mariée peut également, justement, assumer son indépendance, c'est-à-dire être indépendante aussi financièrement, même si qu'elle contribue à toute la vie familiale. Et là, je parle de tous les aspects, là, que ce soit l'éducation, la nourriture, la religion, les finances. Mais elle doit quand même, en tout cas, de la façon que j'ai été élevée, ce qu'on me disait, c'est que tu dois quand même, à travers le tout, être indépendante. Assurer ton indépendance, même si que tu es marié, tu as 3-4 enfants. C'est ça, je sais pas. Attends, quand on parle d'indépendance, ça veut dire que tu peux parler, par exemple, quand on est marié, on peut parler de 50-50, c'est ça? Oh là là, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Je ne sais pas si je le verrai comme ça. C'est sûr que tout doit être équitable, calculé, évidemment. Hein, tout le monde doit mettre la main à la pâte. C'est pas l'homme seulement qui doit tout payer. Okay. Mais quand je parle en termes d'indépendance, d'économie, je crois que la femme doit s'assurer d'avoir ses propres économies aussi. Je ne veux même pas patiner là-dessus. Pour répondre à ta question, je vais d'abord rappeler, encore une fois, puisqu'on est dans la sensibilisation, de la vulgarisation, c'est pourquoi je trouve que c'est super important ces genres de questions, puisque les gens dans le public probablement vont poser ces genres de questions-là. Quand on parle de féministe, on ne parle pas de statut des personnes ou des
femme, que vous soyez marié, conjoint de fait, célibataire ou sans enfant, avec enfant, on parle d'un enjeu social où la société décide qu'il y a un autre sexe qui s'appelle sexe féminin qui sera inférieur, qui n'aura pas le même droit que le sexe masculin. Fait que ça déjà, je veux clarifier. C'est un choix, la personne va décider, etc., quel choix de son statut en tant que femme. On veut parler, quand on parle de féminisme, on veut parler des enjeux qui nous concernent. Nous, en tant que l'autre moitié du développement, en tant que l'autre groupe de citoyens, nous avons une société qui a été construite sur l'inégalité des sexes. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est marié ou non. Aujourd'hui, on parle beaucoup de féminicide. Que la femme soit mariée ou à son petit ami, cette femme peut subir de la violence uniquement parce qu'il s'agit de femmes. Vous allez dans un poste pour postuler comme ingénieur, comme médecin, comme couturier ou couturière, etc. Mais il va avoir un choix à faire. Souvent, tout dépendra du métier parce qu'il y a une question de sexe. Il y a une question de préjugés par rapport à l'autre sexe. C'est de ça qu'on parle. Alors, la question que, encore une fois, de la perception des gens, est-ce que c'est pour détourner l'attention sur les vrais enjeux? Parce qu'on parle de lutte, on parle de rapport de pouvoir. Parce que n'oubliez pas, cette construction-là sociale qu'on parle là, tout a été conçu, écrit et calqué par des hommes. Parce qu'à l'époque, c'est eux qui avaient le savoir, c'est eux qui dirigeaient cette société. On parle de rapport de force, tout simplement. Alors aujourd'hui, s'il faut arriver à avoir une société juste, équitable, il faudrait qu'on sache de quoi on parle. Ce n'est pas de déformer le statut des femmes de la société qui est capable, en tant qu'adulte, de faire son choix. En tant que féministe, comment tu vois un homme dans un foyer? Je le vois comme un partenaire. Tout simplement. Cette affaire de je suis le chef de la maison. Ça ne passe ça pas. Non. C'est un partenaire. Et encore une fois, j'ai dit c'est assez ridicule parce que la construction d'une relation est basée comme ça. Tout simplement. Fait que j'ai vu un homme qui m'a approché et puis qui m'a séduit, en relation on est devenu partenaire, on construit, mais tout d'un coup, quand on sera en couple, mais le rôle commence à changer. Quelque part, il faut qu'on retourne à la source, fait que c'est pas un partenaire, c'est une question de responsabilité. Et tantôt, justement, tu as parlé de répartition. Moi, je ne suis pas tout à fait dans cette logique 50, 60, 50, 50. Je ne suis pas trop là. C'est ça, c'est délicat. C'est une responsabilité partagée. Et la responsabilité partagée, c'est en fonction des salaires, en fonction des interventions, etc. Parce que nous sommes deux partenaires. Et ça, c'est un bon point en fonction des salaires, parce que bien souvent, l'homme peut se sentir discriminé ou se sent mal à l'aise lorsqu'il sait que la femme a un salaire plus élevé. Donc ça peut venir jouer aussi sur, quand tu poses la question, quel est le rôle de l'homme? Bien, s'il y a une différence de salaire de 10, 15, 20 000, déjà là, on dirait qu'il se sent mis à l'écart dans les décisions importantes. Ce n'est pas le cas. Oh, sinon, des fois, je trouve aussi c'est qu'ils vont essayer de se valoriser autrement en essayant de chercher un pouvoir pour dire qu'ils sont quand même le chef de la maison. Ils sont pas encore tout à fait confortables. Puis encore une fois, je trouve que on a le choix. Je pense que ça passe par l'éducation beaucoup. Puis il faut éduquer aussi nos jeunes, que ce soit les femmes et les hommes qu'on élève, les petits garçons qu'on élève. Oui. Ça, je pense qu'il y a un énorme travail à faire.
il y a beaucoup de... Pas pour critiquer, puis je pense pas que ça fait... C'est pas nécessairement la grande majorité, mais on voit ça beaucoup, je trouve, dans notre communauté. C'est que même en étant mère monoparentale, je vois certaines actions lorsqu'on élève nos enfants, des comportements soit qu'on a appris, soit conscient ou inconsciemment qu'on transmette à nos petits garçons. Mais ça aussi, il faut quand même, dès l'éducation, qu'on les apprenne à valoriser la femme, à respecter la femme, puis à les voir comme un individu, comme un autre, un partenaire, peu importe. Mais ça, c'est super important aussi dans l'éducation. Ouais. Écoute, c'est intéressant parce que moi, dans mes ateliers, mes conférences, je commence toujours par cette base-là, la construction, comment ça se passe, puisque la famille fait partie des réseaux qui sera là pour véhiculer justement cette problématique. Toi, tu dis la mère ou justement les parents devraient éduquer les garçons, mais je dirais également les filles. Parce que c'est l'inverse aussi, fait que les filles sont plus aptes à faire les tâches ménagères. C'est un réflexe de les appeler. Les garçons, c'est autre chose. Et puis, cette violence entre frères et sœurs, et tu sens le dessus, même si le frère est plus jeune. C'est incroyable de voir comment cette manière de construire la société sera comme véhiculée à travers des réseaux, que ce soit la famille, que ce soit l'État, que ce soit justement les lois. C'est tout ça qui mérite d'être déconstruit en faisant la sensibilisation, l'éducation et puis en revendiquant aussi, pourquoi pas. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord aussi, même dans la famille, il y en a des tâches, il y en a des rôles qui sont répartis pour filles et garçons à part, non? Comme quoi? Il y a beaucoup de choses. Moi, je suis pas d'accord dans le sens que je pense qu'on peut prendre... J'aimerais savoir. Ouais, je pense que si tu as un garçon, tu peux très bien aller lui montrer justement comment tirer un chariot d'épicerie, comment justement choisir les bons aliments, comment rentrer à la maison, comment nettoyer les fruits et les légumes, comment faire à manger, comment nettoyer, comment faire le ménage. Ça n'appartient pas juste aux femmes. Donc, c'est possible, justement, quand on parle de partenaire, eh bien, justement, avoir un partenaire qui est capable de, si je reste à travailler tard, eh bien, ce partenaire va pouvoir aider. C'est pas parce que ses parents ne lui ont rien appris qu'il ne saura rien faire. Donc, je pense qu'il faut... D'accord, je comprends, mais en tant qu'haïtien, je vais expliquer ça un petit peu en créole. En tant que garçon, vous connaissez qu'il y a des bagages qui plus basique par rapport avec femmes. Vous connaissez ça aussi, je suis capable de dire ça obligatoirement, ça c'est base là. Nous connaissons une petite fille, tant que j'ai enlevé nous, il faut que comment dire, faire ménage, qu'on fait manger, laver, passer, etc. Nous connaissons même faire pour ça. Souvent qu'on ne lave pas, souvent qu'on fait le bagage, c'est la maman, comme ça, il faut qu'on apprenne avec ça. C'est vrai, je comprends dans la famille, et surtout nous les garçons, on peut aider. J'aime ça, puis aider ma femme à cuisiner, à faire certaines choses. Mais il y a des bagages, ils connaissent ça, c'est rôle ou bien c'est tâche. Lui-même lié. Tu penses ça vraiment? Ben, je pense que oui, un peu. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le pensent, puis c'est justement ça le problème. C'est pas que vous pouvez aider, c'est aussi votre rôle. Puis c'est justement ça le problème de le voir comme ça. Puis moi, je m'appelle chez nous, mettons, le week-end, moi j'ai été élevée par un père monoparental. Mais on était un frère et soeur. Mais la fin de semaine, il fallait faire le ménage. Mais une fin de semaine, c'était mon frère qui faisait le toilette. Une fin de semaine, c'était moi le salon. On alternait. Ça veut dire qu'on passait dans la maison au complet à tour de rôle. Il n'y avait pas parce que ou son petit fille ou son petit garçon doit faire ça. Puis ça, c'est justement dans les actions basiques comme aller à l'épicerie ou des choses comme ça. Je pense que c'est là qu'on va montrer qu'on est ensemble là-dedans. Il n'y a pas... Puis si au Pyrémée, puis devant avec Flamand, nous avons discuté, OK, moi-même, Pyrémée fait salon. Entre nous, nous négocier parce que c'est pas un rôle attitré, mais c'est justement d'avoir le choix puis d'avoir l'option. Ça veut dire qu'on va au plus remis, un garçon qui doit faire plus ménage, tandis que tu fais qui doit plus remis le travail. C'est pas un problème, mais c'est ensemble, nous discuter, puis tout le monde a la même opportunité pour faire ça qu'ils ont envie de faire. Ça veut dire vous croyez dans ce qu'on appelle l'égalité et c'est homme-femme? Avant de répondre si nous croyons ou si nous pas croyons, je veux juste rappeler que ce c'est justement ça le problème de base. On juste songer qui genre société a gagné de sexe.
il y a une qui fait que les petits garçons, il y a une qui fait que les petites filles. Et quand deux petits monde fait, il n'y a pas aucun rôle. C'est deux petits monde. Il n'y a pas même gagner conscience ou différence dans la question de rôle. Justement, le problème va commencer, c'est quand on commence à mettre ces rôles, ok, sociaux sur les sexes. Parce que quand tu dis que tantôt, et que nous connaissons notre tradition haïtienne, son tradition. Fait que justement, c'est comment nous couper tradition ça pour nous faire autrement, parce que dis qui ça qui gagne, qui rapporte, qui gagne entre lavant-vaisselle avec un petit fille. Qui ça qui est possible qu'un petit garçon pas qu'à lavant-vaisselle? Il n'y a aucun rapport. En tant que société, on a fait ce choix. Il faut déconstruire. Ce n'est pas une question de nous, grand-mère nous qu'on fait comme ça, nous fait comme ça. Grand-mère nous qu'on fait le contexte. Il faut justement nous retirer le contexte ça pour dire, je dis là, qui j'en appelle les petits points. Jean, justement, on se dit tantôt, et que, regardez qui Jean, parents, t'es qu'on fait. En tant que parent, c'est ça. Ou pas pour aider madame, ou pas aider madame, Amos, le prophète. Comme jouer au rôle en tant que partenaire qui en Dakar là. Fait que si nous sommes fait épicerie, gagner justement Timounio qui vous baigner ou bien laisser qui vous faites, tu le fais puisque c'est toi qui es disponible. C'est exactement comme ça les rôles équilibrés à l'intérieur d'une famille devraient être faits. Et à ceci, je vais rajouter, j'ai échangé avec plusieurs femmes en politique et c'est ce qu'elles disaient. Si elles ont cette facilité justement d'être mères, d'avoir des enfants de bas âge et être politiciennes, que ce soit députées au niveau municipal et de rester en réunion tard, c'est parce qu'elles ont un partenaire de vie qui est là pour les aider, les supporter. Vraiment. La famille aussi élargie, proche est là, mais d'avoir un partenaire de vie qui assure une stabilité avec les enfants, auprès des enfants, ça va être très important. Bon, en tout cas, c'est une question générale. Et pour ça, nous, il est important qu'il y a plus de travail pour faire parce que inconsciemment, c'est pas pour blâmer, mais ou juste nommer parce que c'est naturel pour elle comme ça. Puis c'est très ancré dans notre culture. C'est justement, il faut briser. Puis, je suis content d'intervention là parce qu'on rentrait pas gain question de. Nous connaissons, justement, au début de l'émission, nous disons nous sommes monde vraiment ou très disponible ou aider en pile femme, mais il y a un bagage qui est tellement spécial, nous dit que des bagages nous fait, même moi-même, je parle comme ça, mais que des bagages m'a fait inconsciemment parce que selon l'éducation, selon parcours, il est tellement intégré dans moi que je ne pas même ouais que. Mais c'est important, c'est justement en discutant, en écoutant l'autre, que après, oh, ok, on a grandi ensemble. Puis vraiment important. Oui, d'accord, je comprends, mais surtout, moi, je parle surtout dans la communauté haïtienne. Donc, même, je me dis, il y a un rôle, il y a une tâche qui vous dit les garçons, même avec, tu as parlé des métiers aussi. Il y a des métiers, on connaît ça, c'est métiers filles, métiers garçons. C'est-à-dire qu'il y a des métiers, si un garçon a le fait, comme s'ils ont un métier qui femme, même farouché, mais comme si ça c'est une femme ou un garçon comme si mettons l'étiquette féminine sous lui, mais il y a tout des métiers qui approprient à femme, là un garçon elle la donne, il changer, mais des métiers qui garçon là on fille elle fait, il dit oh femme comment fille comme si une femme qui est mécanicienne comme si qu'elle plève l'eau comme maçonnerie tout ça, il y a pour elle d'une autre manière par rapport avec j'aime dire la société à nous construire nous. Il faut juste déconstruire. Et c'est un piège que lié, son piège que lié m'caba un exemple. Dans la question traditionnellement rôle ça que vous jouez, vous mettez cuisine par exemple, depuis c'est fait manger, mais c'est femme qui fait manger. Fait que traditionnellement, ça fait comme ça. Et quand on regarde avec l'évolution des choses, même dans les métiers, un homme qui va venir cuisiner, ce sera un chef. C'est ça. Alors, pourquoi la majorité des chefs de cuisine, ce sont des hommes. Mais pourquoi, quand le métier est valorisé, mais c'est parce que c'est l'homme? C'est là qu'il faut revoir comment cette nuance est insidieuse, la façon dont on nous forme pour que cette discrimination perdure. Ça ne devrait pas être ça. C'est un métier en tant que tel. Quel choix? Que vous soyez un homme ou une femme, c'est quoi le titre? C'est quoi le montant? C'est quoi la valorisation derrière ça? Aujourd'hui, dans cette génération, j'ai dit heureusement, nous sommes une génération intermédiaire. Nous avons cette capacité de jugement. Il faut qu'on fasse autrement.
il faut qu'on fasse autrement. Parce que tout a été construit. Là, maintenant, c'est le moment de déconstruire et de venir avec quelque chose de plus juste pour les femmes qui fait partie de cette société. Vraiment, vraiment. Justement, une des grandes questions pour nous. Nous travaillons quand même en pile dans la communication. Est-ce que nous pensons que c'est important encore aujourd'hui pour la femme de se vendre, si on veut, pour justement se faire valoir? Est-ce que nous pensons que cet aspect-là est vraiment important, de se vendre, de se faire valoir, de se promouvoir, de se marketer? Je pense que est-ce que c'est important de se vendre? Je pense que c'est important encore d'en parler, si surtout on veut prendre notre place. Parce que pour avoir eu une expérience en médias, certains hommes, justement, ont tendance à vouloir prendre le dessus. Donc, je pense qu'en tant que femme, j'ai mon mot à dire. Et oui, je vais, s'il faut que je me vende, je vais le faire. Oui. Oui, parce que la société est faite comme ça. Fait que, pourquoi pas? Si je ne prends pas ma place, personne va parler à ma place. C'est fatigant. C'est épuisant, je vous le dis. Parce qu'à chaque fois, il faut répéter les mêmes choses. Puis des fois, on se pose la question, est-ce qu'on prêche dans le désert? Est-ce que justement, il y a de l'écoute, il y a de jugement, il y a toutes sortes d'affaires, on va se faire critiquer, etc. Sauf que ça fait partie d'une stratégie pour prendre sa place, pour faire reconnaître ses valeurs. Oui, on va continuer à vendre, on va continuer à sensibiliser, on va continuer à vulgariser les choses, puisque c'est ce qu'ils ont fait pour construire. Alors, pour déconstruire, il faut qu'on fasse la même chose. Et on va continuer de dire aux petites filles, si elles veulent être mécaniciennes, elles sont bienvenues. Oui, exactement. Ok, un garçon qui veut esthéticienne. Pourquoi pas? Il sera très bon. Il y en a d'ailleurs. Ce qu'il faut dire, c'est suivez votre passion. Les efféminés. Oui. Non. Mais c'est une personne, c'est ça le problème, parce que y a toujours un jugement. Ça, Oui. son bagage. Moi-même, je suis fatiguée de défendre nos bagages. Si ou même où elle. Mais pour qui ça, le bagage doit inféminer, c'est l'envie inféminée? S'il sent-il bien là-dedans, qui ça empêche ou même vivre dans la vie pas? C'est lui-même qui est inféminé. Chaque monde continue chez mes parents, pas de problème là. Marcatia est choqué. Il faut suivre sa passion. Il faut suivre sa passion. Exactement. Mais si mon a envie comme ça ou justement ça qui passe là quand mon ça garder, c'est juste est-ce que mon a fait un bagage qui remet? Exactement. Est-ce que dans la vie, dans la vie famille, c'est ça qui est important là. Alors, dans ce sens, c'est un exemple qu'on baille parce que chaque monde vie personnelle, il doit faire un choix. Moi-même, je fais exemple, j'ai 2 jours, voilà. C'est son garçon qui fait dans le studio asiatique. Fait que PM son fille qui fait. Fait que je pense que s'il faut ramener le débat, nous t'avons ramener le plus au niveau systémique. Fait que on bagaille global par rapport justement à des enjeux qui concernent toute la société, puisque chaque monde en dans espace vie privée par yo, il doit faire un choix, vous comprenez? Alors peut-être quelqu'un d'autre, un homme, ça pourrait ne pas lui déranger. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si maintenant au niveau société, on s'est vu avec jugement, avec discrimination, tout stéréotype, tout bagage qui est capable de homophobie la donne, le salivine ont un enjeu que la société a supposé agir à soulever. Mais différence entre moun et moun, c'est un choix personnel. Voilà. Donc, nous allons finir, nous allons dire ça tout à l'heure. Avant de finir, je me dis, Katia, est-ce que vous, en tant que femme, vous faites partie des organismes féministes déjà, non? Au niveau de mon emploi, je fais partie d'un groupe qu'on appelle les femmes et la gestion de patrimoine. Donc, voilà, mais c'est entreprendre, même sinon pas un organisme, etc. Mais c'est justement, parce qu'encore une fois, dans le monde de la finance, c'est un milieu d'hommes. Monsieur Cravate, c'est eux-mêmes qui est succès, c'est eux-mêmes qui est à la bourse, mais il y a un pile femme, il y a un pile pionnière dans cette industrie-là qui m'a suivre, puis éventuellement, d'arriver arriver à un niveau qui est. Ça devient normal. Parce que moi, je suis tellement justement,
papa m'était tellement levé comme si tu fais garçon, c'est même bail là que c'est vraiment à l'âge adulte que moi son choc manger un pile calotte dans figure parce que dans la vie m'était toujours comme innocent, naïf comme si tout le monde c'est égal. Puis là m'ouvrir sur le marché du travail puis c'est là moi OK, il y a un pile bataille pour faire mais en même temps il y a d'autres bases pour me gagner solidité pour m'affronter yo. Mais dans le sens femme, c'est comme l'important et me mettre la main à la pâte pour moi pour juste qu'à un moment donné ça devient juste normal, ça devrait être juste c'est ça c'est sous plusieurs niveaux en ce moment je suis vraiment frustrée. Émission finie mais gars pile bagaille dans la vie ça never parce que me dit nous avons connaissance. Nous en 26 comment ça se fait qu'on se base sur des niaiseries comme vraiment comme ouais. Non, pareil pour ta frustration, c'est tout au Québec, femmes ont plus valeur, ont plus valorisé que par rapport avec garçons. Non, mais là, au Québec, justement, nous dit ça au début de l'émission. Pour qui ça nous obligé de dire première femme noire. Nous encore, oui, c'est vrai qu'au Québec, on fait partie des communautés, on est choyés au Québec. On va pas se mentir quand même. Mais il y a un pile travail encore parce qu'on est juste au début. Il y a beaucoup encore à faire. Puis, justement, c'est ouvrir la porte, d'autres femmes écouter, prendre temps, j'en fais là, écouter, parce qu'il y a des réalités, ou même peut-être pour, justement, t'es peut-être en haut de la pyramide, c'est well normal, parce qu'on ne peut pas victimiser. Mais c'est pour écouter les gens qui vraiment, dans le système, ils n'ont pas besoin de place, ils n'ont pas sentir confortable. Peut-être là, ils ont une sensibilité à dire, oh, OK, je me bats comme ça, parce que dans la vie, il y a toujours c'est ça, quitter ça, et que c'est normal, mais il n'est pas normal. Makata est une femme victime? Non. Ah, ok, d'accord. Vous me connaissez. De ce fait, ma préférée, avec un organisme féministe, c'est pour cela que je vais parler des dimensions femmes. Dimension femme, c'est Madame Danley qui est, comme on dit, présidente et directrice générale. Directrice générale. Elle dit, ouais, son gros chef. Ouais. Elle dit directrice générale. Madame Danley, en ce qui a avec dimension et femmes, c'est quoi exactement cet organisme? Mais Dimension Femmes, d'abord et avant tout, c'est vraiment de promouvoir les parcours des femmes, d'abord immigrantes. Donc, on met l'emphase sur les femmes qui sont entrées dans les années 50, les années 60. Donc, présentement, elles ont 85 ans, 90 ans. Et avant qu'elles ne soient plus avec nous, on va aller chercher leur savoir, on va aller chercher leurs expériences, les remèdes qu'elles connaissaient, les bonnes recettes de grand-mère, ce qu'elles ont vécu. Donc, c'est de les mettre en contact avec des plus jeunes. Donc, Dimension Femmes, c'est tout ce qui est intergénérationnel et en même temps, encourager la persévérance, que ce soit professionnelle, personnelle, académique, avec les jeunes filles. Et avant de céder la parole, Amos, j'aimerais te remercier parce que je vois que tu portes le chapeau qui a été fait par une femme. Oui, c'est Caprice. Alors, on salue Karine Caprice parce que tu l'encourages. Oui. C'est une femme, justement, dans la communauté qui fait dans l'entrepreneuriat. Alors, je pense que nous sommes plusieurs, justement, dans le quotidien, à poser des gestes pour encourager les femmes à persévérer. Est-ce que Dimension Femmes, c'est juste pour les immigrants ou bien une Québécoise qui fait partie des Dimension Femmes? Non? Pour l'instant, c'est vraiment promouvoir les parcours des femmes immigrantes. Donc maintenant, on les met en contact avec des jeunes qui sont nés visiblement ici. Donc comment eux, ils s'identifient? Est-ce qu'ils s'identifient comme des Québécoises? Ça, c'est un autre débat. Mais avant tout, c'est la femme immigrante. Oui, on dit haïtienne, mais c'est surtout la femme immigrante aussi noire. Parce qu'il y a d'autres femmes noires qui sont rentrées au Québec dans les années 50, 60, qui ont immigré, disons, dans d'autres provinces du Canada. Donc, on va aussi relever leur parcours, ces femmes-là. Est-ce qu'un garçon peut faire partie d'un organisme féministe? Moi, je peux faire partie des Dimensions Femmes. Alors, effectivement, les hommes sont nos alliés. Nous avons des hommes qui sont déjà membres de Dimension Femmes. Donc, Amos était même au lancement. Merci beaucoup. Oui, les hommes sont autour de la table, autour de la discussion. Oui, il y en a. Donc, bienvenue à tous les hommes. Bon, on va vite estimer ses souvenirs en image, puis aller ce qu'il nous dit, Dimension Femme. Ok, c'est bon ça. Mais c'est il faut encourager vos femmes là, Dimension Femme, et comme Madame Dubois nous dit, c'est pour encourager les filles surtout, les femmes immigrantes. Oui, okay. La persévérance, c'est très important. Parlant des femmes immigrantes, ça veut dire que ce sont des jeunes qui viennent ici, où c'est accompagné. C'est comment ça marche, ce qui est à travers l'accompagnement? Donc, l'accompagnement, dans le fond, les ateliers qu'on fait, c'est surtout des ateliers, parce qu'on vient de lancer, Dimension Femmes. Donc, nous avons commencé comme objectif, c'est de créer des relations, mais de créer des relations en personne. Donc, des conversations autour des repas. Donc, des grands-mamans vont cuisiner un repas. Elles vont expliquer en quoi c'était important, quand est-ce que c'était mangé, quels sont les aliments. Et elles vont faire le repas ensemble.
Et maintenant, nous allons commencer les dîners-causeries. Donc, il y a plusieurs objectifs que nous avons pour l'année qui s'en vient. Créer des partenariats, entre autres, avec d'autres organismes. Donc, nous avons créé un partenariat avec Centre communautaire La Patience, qui offre justement des repas aux jeunes. Donc, voilà, on commence comme ça. On a créé également un partenariat avec Cœur Walter, qui est un organisme géré par une femme d'orchestre haïtienne. Donc, elle donne des cours de musique classique, justement, Marjorie Walter. Donc, on a fait déjà 2 événements avec Marjorie Walter. Donc, la première année de Dimension Femme, c'est d'abord nous vendre, d'abord se faire connaître et par la suite, justement, de créer des relations, créer des partenariats. Donc, voilà. À l'occasion des 8 mars, est-ce que Dimension Femme a déjà une activité ou bien quelque chose en perspective pour marquer la journée des droits de femmes? Donc, on va faire 2 dîners-causeries dans 2 écoles secondaires, justement pour promouvoir des parcours de femmes immigrantes et comment est-ce qu'elles s'intègrent justement dans la société québécoise, ce qu'elles ont fait, quels ont été leurs échecs. C'est très important de parler des échecs, des difficultés et quelles sont leurs réalisations concrètes. Donc, dans le cadre de la Journée internationale des femmes, c'est 2 activités dans 2 écoles secondaires pour des élèves afrodescendantes. OK. Madame Amazon, on n'a pas un organisme féministe qui a fait inscription pour le monde, même besoin d'inscrire. Écoute, moi, dans plusieurs conseils d'administration, dans plusieurs comités stratégiques de décision et de formulation de programmes qui encadrent les femmes. Pour 8 mars, autour de 8 mars, demain, j'ai un enregistrement de podcast que je vais faire avec une autre structure. Il y a une revue qui vient de sortir avec plusieurs figures de femmes. Il faut suivre sur les médias sociaux. J'en fais partie de ces femmes-là. Vous allez connaître leur histoire. C'est très, 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 très inspirant. Il y a également le 8, je dois participer dans un événement, encore une fois, dans l'échange des femmes inspirantes qui vont parler de leur parcours. Il y a aussi un CALAX qui s'occupe principalement des victimes de questions de violences sexuelles, où il va y avoir des survivantes de l'après-midi du 8, où je vais participer dans des dialogues de discussion. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent, que ce soit dans la communauté haïtienne, la communauté afrodescendante, et également dans la communauté québécoise, la diversité, je peux dire, autour de 8 mars. Je n'ai pas un organisme où je vais vous dire de vous inscrire, mais ce que je vous dirais, c'est considérez-vous comme des alliés de cette cause-là. Considérez-vous comme des acteurs de changement dans votre milieu de vie, dans votre famille, dans la déconstruction, encore une fois, c'est un mot que je n'arrêterai pas de dire, des stéréotypes pour pouvoir faire autrement. Et 8 mars, c'est un symbole, c'est un espace de réflexion. Mais la cause pour que ce soit effectivement résolu, ça doit se faire chaque jour, même dans les détails. Non, merci. Je pose une dernière question là, comme il a fini, j'ai fait ici longtemps. Je pense que Katara m'intéresse sur lui parce que je parlé de ça. En tant que femme, féministe, il y a Ricardo, qui est garçon, qui vient changer sexe, qui vient devenir Ricardina, qui vient devenir autre genre. Il y a l'inscrit, je ne fait partie de l'organisme. Comment on apprécie en tant que femme ou garçon? Non. Bon, je pense qu'on va répondre les deux. J'avais un enseignant qui disait, quand on reçoit quelqu'un, on n'a pas à lui demander qu'est-ce qu'il a en dessous de ses vêtements. Et ça, c'est très délicat, surtout pour les centres d'hébergement qui sont pour femmes. Lorsqu'un homme se présente et il dit « je suis une femme », apparemment qu'il faut vraiment le prendre. Tu me dis que tu es une femme, je vais te prendre pour une femme. On n'a pas encore été confronté à ça, dimension femme. Ah, Amos. Non, on dit, est-ce qu'un homme se présente? C'est justement. Je suis une femme. Exactement. On n'a pas encore été confronté à ça. Est-ce qu'on va l'accepter, justement, comme membre
J'ose patiner sur la question. Je m'attendais pas à ça. Mais oui. Ouais. Et ta question, est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on le prend pas? Oui. Mais je vais juste te référer à la loi. Fait que ici au Canada, on reconnaît et les gens ont cette possibilité de choisir leur sexe. Alors, dès que la personne s'identifie en tant que sexe, on le considère comme un sexe. Aussi simple que ça. C'est délicat. Danger pour Brésil. Katia oui. Aussi simple. C'est une femme, mais on va servir comme femme. C'est une femme. Mais bien sûr, c'est la personne qui s'identifie par rapport à son sexe. Brésil Bangol. Allez. Non, ça serait beaucoup en peu de temps. Fait que je vais m'abstenir pour cette question-là, personnellement. Mais si je peux retourner à une dernière question, je peux, l'équipe? Oui, allez-y. Justement, Gala, vous parlez beaucoup. Vous avez été, entre autres, honoré dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs par la région Saint-Lin et Laurentides. Je ne me trompe pas. Laurentides. J'ai lu Saint-Lin, Laurentides, mais dans ma tête, c'est juste les Laurentides. Mais Non, c'est les Laurentides. C'est les Laurentides, c'est ça. Donc, encore une fois, juste pour vous que je n'ai pas besoin de prouver rien à personne, mais juste pour mentionner que vous êtes une femme très impliquée dans la communauté. Mais vous avez un slogan aussi, Jeunesse debout. Pour finir, comment vous transmettez ce slogan-là? Comment les gens peuvent le vivre? En fait, c'est vrai, j'ai beaucoup de chapeaux. Quand je faisais mon parcours tantôt, là, je me suis concentrée sur tout ce qui a trait avec la question féminine, mais j'ai d'autres chapeaux. Effectivement, je fus, il n'y a pas longtemps, la porte-parole du mois de l'histoire des Noirs de la Naudière. Le thème, c'était l'engagement et leadership. La jeunesse a été toujours dans toutes les activités. Moi, je crois beaucoup vraiment de la transmission du savoir, de la relève, mais d'une façon structurée. Parce qu'il faut dire aussi, quand c'est mal fait, il y a le choc culturel, on ne se comprend pas. Il faut qu'on soit capable aussi, comme aîné, de se sentir... Ben, il est temps des fois de donner la place, de faire la place, mais tu le fais avec bienveillance, tu le fais avec respect en essayant justement de respecter la compétence. C'est pas parce que l'autre est jeune et puis j'ai déjà vu ça dans des activités que ce jeune-là ou cette jeune-là n'a pas cette capacité vraiment de prendre des responsabilités. Alors, la jeunesse debout, pour moi, c'est une façon de montrer qu'on a bien travaillé en tant que personne qui était là avant et qu'on est capable justement d'encadrer progressivement pour donner cette place-là. Et je vais profiter, je ne sais pas si c'est là un mot de la fin, mais pour dire comment aujourd'hui, mis à part de remercier toute l'équipe, toi comme animateur, et surtout tu es venu avec justement des points qui pourraient être de la réflexion du public. Tu nous as donné ça justement à chaud sur le plateau. Ce que je dirais, c'est que je comprends ce fougue-là, cette envie de dire, je suis en révolte, etc. J'ai souri un peu parce que j'étais comme ça. Mais je te dirais, justement, quand on a fini, c'est ce recul qu'il faut prendre. Parce que la cause, elle est tellement profonde, tu vas t'abuser, tu vas te sentir épuisé. C'est prendre ce recul-là et puis juste essayer de rebondir. Puisque tu ne vas pas continuer une lutte si tu as autant de colère, autant de... Tu en as besoin, parce que comme je te dis là, j'étais comme ça. Mais à un certain moment, on a besoin de faire ce recul-là. J'étais très contente de partager ce moment avec toi. Écoute, vraiment, je ne sais quoi dire. Quand je vois des femmes comme toi, c'est la relève, vraiment, on sent dans la communauté, il y a des femmes, et je le disais tantôt, inspirante, la lutte ne va pas
se perdre dans une philosophie de féministe. On sera sur le terrain d'une manière ou d'une autre. Ta dimension, c'est intergénérationnel. Ouais. Mais en même temps, ce besoin de se connecter avec des jeunes, avec des femmes dans le passé, c'est vraiment c'est quelque chose... Connaître ses racines, c'est très important. C'est super important et je suis très, très, très contente vraiment de discuter avec vous, mesdames. Chapeau, félicitations. Donc, merci parlant d'honorifique. Femme à l'honneur, femme d'abord. Honore celle qui ose et celle qui inspire. Et un tableau honorifique là qu'a fait, et je pense que ce sera pour la semaine prochaine. Il y a Madouanika Kader qui est députée Bourassa Sauvé. Il y a Gueda Amazan, féministe et défenseur des droits des femmes. Il y a Sheila Dassin. Ok, il y en a aussi Brenda Barthélemy, il y a Claudette Dessous aussi, Carole Demesmin. Parmi toutes les filles là, il y a notre invité là qui est Gueda Amazan sur le tableau, et je pense que c'est la semaine prochaine à l'occasion d'une grande activité à Montréal, on va encore honorer Madame Gueda Amazan encore. Hein? Félicitations. Merci. Hier soir c'était avec SDE. Le gala. Le gala, c'était extraordinaire. Justement, j'ai eu cet honneur-là. Et le 7, c'est le bal Zafem, qui est quand même un groupe musical qui a une portée philosophique de la revendication quand même collective, qu'on va honorer des femmes et des grandes figures. Je suis très reconnaissant et je dirais encore plus touchée cette année parce que en 2025, c'était une année où il y avait beaucoup de défis. Comme dans mon parcours de leadership rassembleur, je me rappelle, il y a un formateur quand j'étudiais dans ce cours-là qui disait, parce qu'on était tous des étudiants et puis des professionnels qui croyaient dans notre fougue du passé, etc., comme leader, et puis il nous disait, juste se rappeler, dans ce parcours, il va y avoir un moment de solitude. Et c'est là que vous allez grandir en tant que leader. Alors je pense que 2025, ça a été ce moment-là où j'ai dû prendre des pauses, où j'ai dû me questionner, où j'ai dû me confronter à pas mal de défis. Mais ce qui est important aussi comme leader, rassembleur, ce que j'ai étudié, c'est comment se ressourcer dans ses racines. Alors, comme j'ai une racine assez profonde où se trouvent mes valeurs, alors j'ai pu faire émerger des choses, j'ai pu faire justement briller des choses en moi pour que les tiges, les feuilles poussent. Je pense que c'est tout ça qui a fait que de cette année, j'ai eu autant d'honneur que je reçois avec beaucoup de gratitude. Merci. Les passe tellement vite et rapide, on a tellement des choses à dire. Le mot de la fin, Madame Dubois. Merci pour cette discussion, merci pour cet échange. Il y a encore de la sensibilisation à faire et merci à moi de faire partie de cette discussion, de continuer même dans la vie personnelle, professionnelle, de sensibiliser aussi à cette date, la Journée internationale des droits des femmes. Merci Marc-Katia. Merci Madame Amazan. Merci à tout le staff derrière la caméra qu'on ne voit pas. Madame Amazan, le mot de la fin. Je l'avais déjà dit, je fais que remercier les deux femmes qui sont autour de ce plateau avec moi. Un grand merci puisque ça fait énième fois. J'attends l'année prochaine. Merci à toute l'équipe. Et puis à vos auditeurs, vous êtes nos complices. Chaque mot, chaque phrase que vous allez prononcer, implanté dans votre milieu, mais c'est déjà un élément de changement pour cette cause qui nous concerne tous et toutes. De mon côté, encore une fois, merci. Merci Amos. Merci Damien. Merci Madame Amazan. C'était vraiment très passionnant. Je suis très reconnaissante de pouvoir apprendre encore et encore, de connecter avec des gens inspirants. Donc, merci Amos. Merci à toute l'équipe de Souvenirs en Images de me donner cet espace. Je ne le vois pas juste en tant que femme, mais finalement, oui, d'être une des femmes qui a l'opportunité d'échanger avec d'autres, puis d'en apprendre. Puis j'espère amener ça dans ma vie de tous les jours. Puis merci à tous les auditeurs qui nous suivent, qui sont là avec nous. N'hésitez pas à rentrer en communication avec nous, de nous partager
vos ressentis et tout. On est vraiment à l'écoute. Je pense que cette émission-là sert à ça. Parlons-en. Fait que c'est ça que je voulais passer comme message. Merci tout le monde, merci Danly, merci Geda, merci d'avoir répondu à mon invitation, merci d'être là avec nous et c'est toujours un plaisir. Et Madame Amazon qui a toujours répondu à mon appel, ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci encore Danly. Merci Makatia, merci à tout le monde. Comme vous le savez déjà, c'est Souvenirs en images. Nous sommes situés au 6970 rue Jarry S. Ou même que vous faites belles photos souvenirs, photos mariage, baptême, communion, divorce, etc. Ça lié à Vini, messieurs, à fort belle. Ou même qui c'est un artiste qui vous a fait belle photoshoot, pas oublier 6970 rue Jarry S. De vous venir là, dit c'est Amos ou bien Makatia qui vous ou bien un rabais vraiment spécial. De content ensemble avec nous à Soya. Je dis tout le monde passer une bonne soirée. À la prochaine pour une prochaine émission. Bye bye tout le monde. Ciao.